Le fantôme de Canterville. Une nouvelle d'Oscar Wilde. Chapitre 6. Environ 10 minutes après, la cloche sonna pour le thé, et Virginia ne descendit pas. Mrs. Otis envoya un des laquais pour la chercher. Il ne tarda pas à revenir, en disant qu'il n'avait pu découvrir Miss Virginia nulle part. Comme elle avait l'habitude d'aller tous les soirs dans le jardin cueillir des fleurs pour le dîner, Mrs. Otis ne fut pas du tout inquiète. Mais 6 heures sonnèrent, Virginia ne reparaissait pas. Alors sa mère se sentit sérieusement agitée, et envoya les garçons à sa recherche, pendant qu'elle et Monsieur Otis visitaient toutes les chambres de la maison. À 6h30, les jumeaux revinrent et dirent qu'ils n'avaient trouvé nulle part trace de leur sœur. Alors tous furent extrêmement émus, et personne ne savait que faire, quand Monsieur Otis se rappela soudain que peu de jours auparavant, il avait permis à une bande de bohémiens de camper dans le parc. En conséquence, il partit sur le champ pour le Blackfell Hollow, accompagné de son fils aîné et de 2 domestiques de ferme. Le petit duc de Cheshire, qui était absolument fou d'inquiétude, demanda instamment à Monsieur Otis de se joindre à lui, mais Monsieur Otis s'y refusa, dans la crainte d'une bagarre. Mais quand il arriva à l'endroit en question, il vit que les bohémiens étaient partis. Il était évident qu'ils s'étaient hâtés de décamper, car leur feu brûlait encore, et il était resté des assiettes sur l'herbe. Après avoir envoyé Washington et les 2 hommes battre les environs, il se dépêcha de rentrer, et expédia des télégrammes à tous les inspecteurs de police du comté en les priant de rechercher une jeune fille qui avait été enlevée par des cheminots ou des bohémiens. Puis il se fit amener son cheval, et après avoir insisté pour que sa femme et ses 3 fils se missent à table, il partit avec un groom sur la route d'Ascot. Il avait fait à peine 2 milles, qu'il entendit galoper derrière lui. Il se retourna, et vit le petit duc qui arrivait sur son poney, la figure toute rouge, la tête nue. « J'en suis terriblement fâché, lui dit le jeune homme d'une voix entrecoupée, mais il m'est impossible de manger, tant que Virginia est perdue. Je vous en prie, ne vous fâchez pas contre moi. Si vous nous aviez permis de nous fiancer l'année dernière, ces ennuis ne seraient jamais arrivés. Vous ne me renverrez pas, n'est-ce pas? Je ne peux pas, je ne veux pas. » Le ministre ne put s'empêcher d'adresser un sourire à ce jeune et bel étourdi, et fut très touché du dévouement qu'il montrait à Virginia. Aussi se penchant sur son cheval, il lui caressa les épaules avec bonté, et lui dit : « Eh bien, Cécile, puisque vous tenez à rester, il faudra bien que vous veniez avec moi, mais il faudra aussi que je vous trouve un chapeau à Ascot. » « Au diable le chapeau ! C'est Virginia que je veux, s'écria le petit duc en riant. Puis ils galopèrent jusqu'à la gare. Là, Monsieur Otis s'informa auprès du chef de gare, si on n'avait pas vu sur le quai de départ une personne répondant au signalement de Virginia, mais il ne put rien apprendre sur elle. Néanmoins le chef de gare lança des dépêches le long de la ligne, en amont et en aval, et lui promit qu'une surveillance minutieuse serait exercée. Ensuite, après avoir acheté un chapeau pour le petit duc chez un marchand de nouveautés qui se disposait à fermer boutique, Monsieur Otis chevaucha jusqu'à Bexley, village situé à 4 milles plus loin, et qui, lui avait-on dit, était très fréquenté des bohémiens. Quand on eut fait lever le garde champêtre, on ne put tirer de lui aucun renseignement. Aussi, après avoir traversé la place, les 2 cavaliers reprirent le chemin de la maison, et rentrèrent à Canterville vers 11h, le corps brisé de fatigue, et le cœur brisé d'inquiétude. Ils trouvèrent Washington et les jumeaux qui les attendaient au portail, avec des lanternes, car l'avenue était très sombre. On n'avait pas découvert la moindre trace de Virginia. Les bohémiens avaient été rattrapés sur la prairie de Brockley, mais elle ne se trouvait point avec eux. Ils avaient expliqué la hâte de leur départ en disant qu'ils s'étaient trompés sur le jour où devait se tenir la foire de Shorton, et que la crainte d'arriver trop tard les avait obligés à se dépêcher. En outre, ils avaient paru très désolés de la disparition de Virginia, car ils étaient très reconnaissants à Monsieur Otis de leur avoir permis de camper dans son parc. 4 d'entre eux étaient restés en arrière pour prendre part aux recherches. On avait vidé l'étang aux carpes. On avait fouillé le domaine dans tous les sens, mais on n'était arrivé à aucun résultat. Il était évident que Virginia était perdue, au moins pour cette nuit, et ce fut avec un air de profond accablement que Monsieur Otis et les jeunes gens rentrèrent à la maison, suivis du groom qui conduisait en main le cheval et le poney. Dans le hall, ils trouvèrent le groupe des domestiques épouvantés. La pauvre Mrs. Otis était étendue sur un sofa dans la bibliothèque, presque folle d'effroi et d'anxiété, et la vieille gouvernante lui baignait le front avec de l'eau de Cologne.
Monsieur Otis insista aussitôt pour qu'elle mangeât un peu, et fit servir le souper pour tout le monde. Ce fut un bien triste repas. On y parlait à peine, et les jumeaux eux-mêmes avaient l'air effarés, abasourdis, car ils aimaient beaucoup leur sœur. Lorsqu'on eut fini, Monsieur Otis, malgré les supplications du petit duc, ordonna que tout le monde se couchât, en disant qu'on ne pourrait rien faire de plus cette nuit, que le lendemain matin il télégraphierait à Scotland Yard, pour qu'on mît immédiatement à sa disposition quelques détectives. Mais voici qu'au moment même où l'on sortait de la salle à manger, minuit sonna à l'horloge de la tour. À peine les vibrations du dernier coup étaient-elles éteintes qu'on entendit un craquement suivi d'un cri perçant. Un formidable roulement de tonnerre ébranla la maison. Une mélodie qui n'avait rien de terrestre flotta dans l'air. Un panneau se détacha bruyamment du haut de l'escalier, et sur le palier, bien pâle, presque blanche, apparut Virginia, tenant à la main une petite boîte. Aussitôt tous de se précipiter vers elle. Mrs. Otis la serra passionnément sur son cœur. Le petit duc l'étouffa sous la violence de ses baisers, et les jumeaux exécutèrent une sauvage danse de guerre autour du groupe. « Grand Dieu! Ma fille, où êtes-vous allée » dit Monsieur Otis, assez en colère, parce qu'il se figurait qu'elle avait fait à tous une mauvaise farce. « Cécile et moi, nous avons battu à cheval tout le pays, à votre recherche, et votre mère a failli mourir de frayeur. Il ne faudrait pas recommencer de ces mystifications-là. Excepté pour le fantôme. Excepté pour le fantôme. Crièrent les jumeaux en continuant leur cabriole. Ma chérie, grâce à Dieu, vous voilà retrouvée, il ne faudra plus me quitter, murmurait Mrs. Otis, en embrassant l'enfant qui tremblait, et en lissant ses cheveux d'or épars sur ses épaules. Papa, dit doucement Virginia, j'étais avec le fantôme. Il est mort. Il faudra que vous alliez le voir. Il a été très méchant, mais il s'est repenti sincèrement de tout ce qu'il avait fait, et avant de mourir il m'a donné cette boîte de beaux bijoux. Toute la famille jeta sur elle un regard muet, effaré, mais elle avait l'air très grave, très sérieuse. Puis, se tournant, elle les précéda à travers l'ouverture de la muraille, et l'on descendit par un corridor secret. Washington suivait tenant une bougie allumée qu'il avait prise sur la table. Enfin, l'on parvint à une grande porte de chêne hérissée de gros clous. Virginia la toucha. Elle tourna sur ses gonds énormes, et l'on se trouva dans une chambre étroite, basse, dont le plafond était en forme de voûte, et avec une toute petite fenêtre. Un grand anneau de fer était scellé dans le mur, et à cet anneau était enchaîné un grand squelette étendu de tout son long sur le sol dallé. Il avait l'air d'allonger ses doigts décharnés pour atteindre un plat et une cruche de forme antique, qui étaient placés de telle sorte qu'il ne put y toucher. Évidemment la cruche avait été remplie d'eau, car l'intérieur était tapissé de moisissures vertes. Il ne restait plus sur le plat qu'un tas de poussière. Virginia s'agenouilla auprès du squelette, et joignant ses petites mains, se mit à prier en silence, pendant que la famille contemplait avec étonnement la tragédie terrible dont le secret venait de lui être révélé. « Allô » s'écria soudain l'un des jumeaux, qui était allé regarder par la fenêtre, pour tâcher de deviner dans quelle aile de la maison la chambre était située. « Allô » Le vieux amandier qui était desséché a fleuri. Je vois très bien les fleurs au clair de lune. Dieu lui a pardonné, dit gravement Virginia en se levant, et une magnifique lumière sembla éclairer sa figure. Quel ange vous êtes, s'écria le petit duc, en lui passant les bras autour du cou, et en l'embrassant. Fin du chapitre 6, du fantôme de Canterville.